Bonsoir, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième heure de notre émission en direct de la rédaction de Mediapart. Notre site est aujourd'hui et jusqu'à minuit pour partie en accès libre. Et puis vous pouvez bénéficier jusqu'à minuit d'une offre d'abonnement exceptionnelle, 3 mois 11 €. Ça signifie que vous avez 2 mois d'abonnement gratuit si vous vous abonnez avant minuit. Alors, cette deuxième heure est consacrée à un retour sur nos enquêtes. Nous allons parler des États-Unis et de la question des inégalités sociales aux États-Unis. Mais avant cela, on va faire un long temps d'arrêt sur l'essai thérapeutique de Rennes et sur ce que nous avons qualifié dans une enquête de notre journaliste Michel Pracontal de mensonge d'État. On va tenter d'explorer, peut-être pas l'intégralité, mais une bonne partie de ce dossier. Parmi nos invités, Patrick Olive, vous êtes l'un des volontaires participants à avoir participé à l'essai de Biotrial. Gérard Bapt, bonsoir. Vous êtes député socialiste et vous êtes membre du conseil d'administration de l'ANSM, l'Agence du médicament. Et puis Michel, journaliste à Mediapart, qui depuis maintenant 1 an travaille sur ce dossier. Alors pour commencer, je fais peut-être un petit rappel qui va être très rapide et donc très succinct. Cet essai conduit par la société Biotrial pour le compte du laboratoire portugais Bial visait à tester les effets d'une molécule qui, à terme, aurait pu servir de base pour des traitements antidouleurs et qui pouvait avoir par ailleurs beaucoup d'autres effets. Le 10 janvier, l'un des participants, Guillaume Molinet, décède à la suite d'effets extrêmement graves. Il a été hospitalisé pendant plusieurs jours et il meurt. 5 autres personnes souffrent également de troubles graves directement liés à cet essai. Un essai qui tourne à la catastrophe et le ministre, dès le 15 janvier 2015, demande une enquête et souligne le caractère tout à fait exceptionnel, puisqu'il est extrêmement rare qu'une personne participant à un essai thérapeutique décède. Patrick Olive, vous avez été donc volontaire pour participer à cet essai. Oui. Vous avez vous-même souffert d'effets secondaires importants. Vous pensez avoir fait un AVC qui vous a été diagnostiqué et qui serait directement lié à cet essai, alors qu'il faut préciser qu'une dose mineure de cette fameuse molécule vous avait été administrée. Vous ne faisiez pas partie des volontaires à qui étaient administrées les doses les plus importantes. Tout à fait. Alors, aviez-vous eu des avertissements quant à la dangerosité possible de cet essai et quand les troubles, je crois que vous avez commencé par avoir des troubles de la vision, oui. Quand vous avez eu des troubles, comment avez-vous été pris en charge? Alors, au niveau des troubles de la vision, disons que quand l'essai commence, on est là, je dirais... Premièrement, pour toutes les personnes qui veulent faire ces types d'essais, on est tous pour expliquer, surtout aussi au niveau des personnes. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un peu d'argent. On a du temps libre, on a la possibilité, donc on peut participer à ces essais. En même temps, ce n'est pas anodin, c'est pour faire avancer la science. Ça nous donne bonne conscience en même temps, mais en même temps, on peut gagner aussi un peu d'argent. C'est net d'impôts. Tout le monde va le comprendre, ça. Maintenant, quand on fait avancer pour cette étude, personnellement, je n'ai strictement rien eu comme doute au départ. C'était ma deuxième étude. J'en ai fait une, c'était comme... on va appeler ça comme... pardon, je perds mes mots. Comme Joker. Ensuite, j'en ai fait une deuxième. Tout s'était très bien passé. J'ai voulu continuer. Je suis arrivé sur cette étude-là de Biotrial avec celui-ci. Aucun antécédent de quoi que ce soit. On sait qu'on a un protocole où on nous dit, où il était inscrit que nous pouvons avoir des petits maux de tête, des petits ceci, des petits cela. Mais voilà, c'est rien d'inquiétant. Des effets secondaires légers. Des effets secondaires, comme on peut trouver sur une boîte de médicaments, ce que vous pouvez avoir. Et j'avais jamais entendu parler de problèmes autres. Pendant l'essai, alors 2e, 4e jour ou le 3e, 5e jour, je ne me souviens plus, j'ai eu 2 fois des troubles de la vue.
Mes troubles de la vue, c'est en fin de compte, j'ai des lunettes simplement pour lire, et j'étais en train de faire la pointe, et j'arrivais pas à faire la mise au point, à faire la mise au point pour la lecture. Ça passe le premier coup. Une personne en blouse blanche, médecin, passe l'après-midi, et c'est tellement... personnellement, c'est passé autre part, quoi. Vu que c'était tranquille, au bout d'une demi-heure, ça se terminait. Mais vous l'avez signalé, vous êtes obligé de signaler tous voilà, les justement, troubles. au bout d'une demi-heure, c'était passé. Elle est passée l'après-midi. Monsieur Olive, ça va bien? J'ai dit, oui, ça va, pas de problème. Elle est passée à un autre. Nous étions 4 hommes dans la chambre. Elle est passée à l'autre. Et en fin de compte, elle a fait le dernier. Le dernier a eu ce tilt de dire, moi j'ai des problèmes de vision. Aussitôt, j'ai dit, mais pourquoi je ne l'ai pas dit? Oui, moi aussi. Donc on l'a bien déclaré ensemble. Et parce que justement, pour moi, c'était tellement bénin au départ que je n'ai pas prêté spécialement attention. Je me suis dit, ça doit être un coup de fatigue ou un truc comme ça. Mais après, j'ai vraiment fait attention à ce qu'on pouvait avoir pendant l'étude. Et on va dire 2 jours après, j'ai eu à nouveau un trouble de la vue. Et là, je n'ai pas attendu que ce soit quelqu'un d'autre qui le signale. J'ai dit, si, ça m'a fait comme le dernier coup. J'ai eu un trouble de la vue encore. Ça a duré en gros la même période et ça a commencé... Donc ça a duré une demi-heure à peu près? Maximum, ça a duré une demi-heure. Mais ça a commencé, on va dire, avec le même laps de temps d'à partir du moment où on avait pris la molécule le matin. D'accord. Donc, on s'est regardé avec mon collègue de chambre qui a eu exactement les mêmes symptômes. On s'est fait un grand sourire parce que pour nous, c'est des essais de médicaments, mais on ne craint pas pour notre santé. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Et du coup, on s'est dit, bon, les gars, on regardait les 2 autres à côté, et dit, nous 2, c'est bon, on a la molécule. Ah oui, parce qu'il faut expliquer que... Alors, Michel, oui. Non, il faut expliquer que c'est en aveugle. Donc, ils ne savent pas, en principe, s'ils ont le placebo ou la molécule. Donc là, ils se disent, Ces troubles vous font comprendre que ce n'est pas un placebo, mais qu'on vous administre la molécule testée. Nous sommes 2 personnes dans la même chambre à avoir des troubles de la vision pratiquement au même moment, sauf que le décalage qu'il y a entre lui et moi, c'est exactement le décalage qu'il y a par rapport à la prise du médicament, la prise de la molécule le matin. Donc, on s'est dit, voilà, c'est en corrélation tout ça. On s'est dit, il n'y a pas de souci. Alors, tous ces troubles sont évidemment consignés par les personnes, le personnel médical qui fait l'essai. C'est un médecin qui passe. À la fin de cet essai, on procède, vous avez un IRM. Non, à la fin. Quelques jours plus tard. Non, pas du tout. À la fin de l'essai, oui. Généralement entre 1 semaine, 15 jours après, moi je suis sur Nantes. Donc je vais sur Nantes et on a une visite médicale pour une visite comme quoi tout va bien pour vous et tout ça. On passe la visite médicale et c'est à partir de ce moment-là où on a fait cette dernière visite médicale qu'en fin de compte, il déclenche le paiement de l'étude sur lequel vous avez participé avec votre corps. Alors effectivement, je me suis trompé, c'est plus tard, en janvier, après l'accident mortel qui est survenu, qu'on vous fait un IRM et que là, on détecte un AVC. Alors personnellement, moi j'ai entendu les médias dire comme quoi il y a un problème avec Biotrial, avec une étude et tout ça, et d'un seul coup, je prête l'oreille avec les médias, et zut, c'est la même chose que moi. La même molécule et tout. Donc je m'attendais à un coup de téléphone. Et en fin de compte, j'ai eu un coup de téléphone, non pas de Biotrial au départ, mais du CHU. C'est carrément le CHU en premier qui a appelé pour passer un IRM. Donc je me souviens, c'était un vendredi soir, on a passé l'IRM le samedi. Donc ils vous ont expliqué pourquoi ils vous faisaient passer un IRM? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était dans le coma et qui en train de mourir et tout ça. Donc il y avait vraiment un problème. Au téléphone, on nous a dit c'est urgent, venez absolument, il faut vraiment. J'ai dit bon, mais pourtant je vais bien. Non, il faut que vous veniez. Donc c'était immédiatement après l'accident? Oui, Monsieur Molinet était à l'hôpital dans le coma à ce moment-là. D'accord. Parce que si je ne me trompe pas, je crois que Monsieur Molinet est mort le lendemain qu'on a passé l'IRM. Je crois qu'il est mort le 17. Il est mort le 17. Il est mort le 17 et nous avons passé l'IRM le 16. Et donc, lors de cet IRM, on vous détecte un AVC que vous estimez être lié à cet essai thérapeutique. Pas du tout. Pas du tout. Je passe l'IRM. En passant l'IRM, ils ont vu à l'imagerie médicale comme quoi il y avait un AVC. Je retourne voir le professeur qui était en charge de tout ça. Et c'est lui qui me dit, voilà, vous avez...
on vient de détecter à l'imagerie médicale comme quoi vous avez fait un AVC ancien. Je ne peux pas vous dire comme quoi ça date de la molécule, mais bon, par contre... donc, à ce moment-là, vous n'avez pas du tout pensé que ça avait un rapport avec le médicament? Pas du tout. Quand vous avez un professeur, c'est celui qui dirige l'établissement au niveau neurologique, qui vous dit non, c'est un AVC ancien. Et ancien, vous avez compris quoi? J'ai accéléré un peu votre récit, puisqu'il faut préciser que cet IRM va donner lieu à une sorte de contre-expertise à la demande d'une de nos collègues du Figaro, Anne Jouan, et que cette contre-expertise laisse entendre que l'AVC est lié à cet essai thérapeutique. C'est pour ça que j'avais pris quelques raccourcis pour... Donc, personnellement, moi, quand on me dit au départ comme quoi c'est un AVC ancien, je cherche dans ma mémoire d'où est-ce que ça peut venir. Bon, j'ai eu quelques petits antécédents, dont une chute de vélo qui me paraissait très grave, mais ça remontait... mon fils a 20 ans, il était en maternelle, donc vous voyez, ça fait déjà plus de 16 ans de ça. Pour moi, ancien, c'est comme ça. Je ne sais pas à quel niveau on se place, mais pour moi, ancien, c'est plusieurs années. Donc, je m'arrêtais là. Et après, donc l'enquête continuait, mais n'empêche que ce professeur me dit, mais on va vous suivre quand même. Oui. Mais je vais quand même en parler à Biotrial pour qu'il soit au courant. Et on fera en sorte que si jamais vous avez quelque chose après, vous serez peut-être pris en charge. Ou vous serez pris en charge. Là, je ne veux pas confirmer peut-être où vous serez pris en charge, mais bon, à titre personnel, bien sûr, on se dit ça c'est cool, je vais profiter de quelque chose. C'est peut-être ancien, mais avec mes antécédents personnels, je me dis pourquoi on parle comme ça quand même? Il y a quand même quelque chose. Donc ça m'a posé une question, mais j'allais profiter de quelque chose. Donc j'ai laissé faire parce que j'avais pas non plus à chercher plus que cela. D'accord. Et alors, après, il y a eu une journaliste du Figaro qui a voulu voir mon IRM, donc carrément l'imagerie médicale, et qui a soumis cet IRM, d'après ce qu'elle m'a dit, à 3 neurologues. Et il s'est avéré que ces neurologues, qui sont aussi des personnes compétentes, ont pu dater, mais vraiment dater, donc parce que je ne savais pas que ça se faisait, mais mon AVC est contemporain de l'étude. Il y a peut-être une précision à ajouter. Michel, juste pardon, tu m'expliquais avant cette émission que le cas de Patrick Olive était d'une certaine manière illustrer la série de dysfonctionnements de cet essai. Alors, déjà, cet AVC n'a pas été vu, n'a pas été détecté. Bon, apparemment, heureusement, il était léger, il n'a pas eu de conséquences graves, donc ça, on en est très heureux. Mais enfin, ça veut dire qu'on est dans un laboratoire qui est censé être d'un professionnalisme exemplaire. Il y a un volontaire qui a un AVC, on ne le voit pas. Ils ont noté qu'il avait eu les troubles de la vue, mais ils ne se sont pas interrogés dessus. Or, le problème là, et c'est un problème qui est revenu constamment dans cette histoire, c'est que chaque fois qu'on a eu des signes avant-coureurs, ils ont été banalisés. Donc on peut dire, effectivement, d'ailleurs, M. Olive lui-même ne s'est pas inquiété, on peut dire, bon, on a des troubles de la vue, voilà, à partir de 50 ans, c'est un truc qui peut arriver. Oui, sauf qu'on est dans un contexte où on est en train de tester une molécule qui tape sur le système nerveux, et on le sait, et on le fait dans un but précis, et on sait sur quelle cible du système nerveux elle tape, et on sait que cet effet visuel peut très bien être lié à la molécule. Donc on devrait redoubler d'attention. Et je peux ajouter que dans d'autres contextes, quelqu'un qui a des problèmes de vision similaires à ceux de M. Olive, par exemple, ça arrive dans un hôpital ordinaire, on fait une IRM immédiatement. Et si on ne la fait pas, le patient peut attaquer en justice l'hôpital. Donc là, je veux dire, le laboratoire exemplaire ne fait pas ce qui serait vraiment le b.a.-ba. Alors, il y a eu d'autres alertes avant, lors d'essais faits sur des animaux, pareil, qui semblent avoir été ou minorés ou négligés. Le problème, c'est qu'il y a eu une série d'études animales sur 4 espèces, en fait 5 parce qu'il y a eu aussi sur le lapin, mais c'était plus pour voir les effets toxiques pour la reproduction et pour les gènes. Mais il y a eu la souris, le rat, le chien et le singe.
dans ces 4 espèces, il y a eu des effets qui désignent vraiment clairement le système nerveux central et clairement plutôt le tronc cérébral, c'est-à-dire la partie qui a été touchée chez les volontaires. Il y a des symptômes qui ressemblent beaucoup à des choses qu'on a vues chez les volontaires. Des pertes d'équilibre, des problèmes de coordination, des problèmes de salivation. Bon, la forme la plus grave, c'est que le volontaire ne peut plus parler, mais enfin, on voit que ça touche la bouche. Il y a eu comme ça une série de choses observées. Et ce qui est intéressant, c'est que on avait dit, c'est-à-dire que c'est sorti, encore une fois, parce que dans cette affaire, s'il n'y avait pas eu la presse, il n'y aurait rien. Je ne dis pas ça par corporatisme, mais il n'y aurait rien. Non, parce que tous les rapports officiels ont conclu au fait que... Tout a été planqué. Pas de chance, quoi. Donc, à un moment, est sorti dans la presse que 2 chiens et un singe étaient morts, ou 2 singes et un chien. Enfin, le problème, c'est qu'il n'y avait pas 3 animaux, il y en avait 6. Et par un document de l'Agence du médicament, qui est en fait l'évaluation qu'ils ont faite avant d'autoriser l'essai, ce qu'ils appellent l'évaluation non clinique. L'évaluation non clinique, ça veut dire sur les animaux. Eh bien, dans ce document, on voit qu'il y a 3 chiens et 3 singes, qui ne sont pas tous morts d'ailleurs, qui ont eu des troubles de l'équilibre, des troubles de coordination, des problèmes, les chiens n'arrivaient plus à aboyer. Après, les volontaires n'arrivent plus à parler. Bon, je ne dis pas que c'est la même chose, mais enfin, on voit quand même que c'est un rapport. Et tous ces signes-là n'ont pas été répertoriés comme étant une toxicité neurologique de la molécule. Ou plus précisément, ils l'ont été. L'ont été, voilà, c'est ce que Ils l'ont été par une évaluatrice de l'agence avant. Donc là, on est en 2015. On est avant que le moindre volontaire ait pris la moindre molécule. On est avant l'autorisation de l'essai sur des êtres humains. On est en train de dire, est-ce qu'on peut l'autoriser ? Voilà. Cette évaluatrice qui est chargée donc d'analyser les études sur l'animal dit il y a une toxicité neurologique. Elle écrit un mail où c'est écrit alerte. Et l'alerte, elle l'envoie à l'évaluateur clinique qui est chargé de faire le rapport qui va valider l'autorisation. Et elle lui dit toxicité. Bon, elle énumère un certain nombre de choses. Toxicité neurologique pour 4 espèces. Et elle met alerte. Et ça, c'est pas une alerte, c'est une sirène qui hurle. Bon. Que fait l'évaluateur clinique ? Il dit « Oh, mais non, mais c'est pas vraiment intéressant, c'est pas significatif, les animaux, on leur donnait des doses massives. » Je précise que ça, c'était ce qu'on a lu dans les médias, mais quand on voit le vrai rapport, certains des animaux n'ont pas eu des doses si énormes que ça, et ils sont pas forcément morts, et ils ont ces troubles-là. Parce que ce rapport a été réécrit, le mot alerte a été supprimé, et tout ça a été reconstruit. Il y a un maillon que tu as sauté, c'est que la première évaluatrice fait son rapport. L'alerte n'est pas prise en compte. L'accident arrive. L'agence se dit qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on a raté quelque chose ? Ils chargent leur directrice de l'évaluation, Cécile Delval, de faire un rapport d'enquête interne. Elle fait son enquête interne et elle trouve que l'alerte a été évacuée. Elle l'écrit. Et là, elle a la surprise assez brutale d'être convoquée à une réunion et où on lui fait un vrai procès stalinien. Quand on la démonte en pièces et on lui dit « mais vous ne pouvez pas écrire ça, vous avez fait un rapport à charge, c'est pas possible ». Et effectivement, le rapport a été réécrit et d'après la déposition de Cécile Delval dans l'enquête judiciaire, elle dit qu'elle a essayé de récupérer, parce qu'il faut savoir qu'en aval, il y avait une enquête de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui devait voir ce qui s'était passé. Et Cécile Delval dit qu'elle a récupéré la version du rapport qui a été envoyée à l'IGAS par l'agence, et que dans cette version, il n'y avait plus ni son nom, ni le mot alerte, ni la notion qu'on avait évacué le problème des animaux. Et il y avait simplement un autre problème qui avait été signalé. Et alors, depuis, cette Cécile Delval a quitté justement l'ANSM, officiellement pour d'autres raisons, mais... Justement, Gérard Bapt, vous êtes membre du conseil d'administration de l'ANSM. Vous avez déclaré dans un article qu'on a publié hier, sous la signature de Michel, qu'on avait menti, au moins par omission, sur 3 points majeurs. On vous avait menti, vous, c'est-à-dire comme membre du conseil d'administration. Est-ce que vous estimez que toute cette chaîne de documents, vous y avez eu accès, et quels sont ces 3 mensonges ? Alors,
D'abord, je voudrais dire que moi, je suis membre d'un conseil d'administration. Ce n'est pas le conseil d'administration qui dirige l'agence. Il est là pour voter. J'ai fait introduire au moment de la réforme le fait qu'au conseil d'administration devait être donné des informations sur les problèmes en cours. Tel médicament, tel essai clinique. Et chaque conseil d'administration comporte une part où, sur l'affaire de la dépakine, sur tel ou tel mésusage de médicaments, il y a une information et des questions posées dans un conseil d'administration où il y a par ailleurs des représentants d'associations de familles, il y a des représentants de l'ordre des médecins et des pharmaciens, il y a des parlementaires et il y a des fonctionnaires. Bien. À cet égard, moi, je juge que le conseil d'administration a été pour le moins sous-informé. Sur la première phase, les essais non cliniques, c'est-à-dire les essais chez l'animal. Bon, là, l'objection qui m'a été opposée lorsque j'ai demandé à savoir comment s'étaient passés les essais sur l'animal, c'est que c'était le secret industriel et que le laboratoire Bial s'opposait à cette publication, mais que tous les éléments avaient été donnés à l'IGAS d'un côté et à l'instruction judiciaire de l'autre. Ouais. Mais dans une seconde phase, quand sortent les informations dans la presse, on découvre qu'il n'y a pas que 2 chiens qui sont morts de problèmes pulmonaires, et que d'ailleurs, puisque ces problèmes de salivation peuvent entraîner des fausses routes, les problèmes pulmonaires et les fausses routes peuvent avoir entraîné la mort des chiens, mais dont l'origine est centrale, le trouble de la déglutition. Le second élément, c'est le départ de l'évaluatrice dont on vient de parler, Madame Delval. J'ai posé la question de savoir dans quelles conditions ça s'était passé, mais c'était un déroulement normal de carrière. Ce n'était qu'une coïncidence si elle était partie quelques jours après la parution d'un article dans Le Figaro. Bon. Et ça vous met une alerte, ça vous... Non, ça ne me met pas d'alerte, parce que cette dame n'a rien dit, n'a pas parlé. Ouais. Bon, je ne la connaissais personnellement pas, parce que vous savez, il y a milliers d'agents dans l'agence du médicament, hein, et on connaît peut-être une trentaine de cadres dans l'agence quand on est au conseil d'administration, même si on est assidu et si on suit les affaires. Et puis le troisième élément sur lequel je juge aussi qu'il y a eu pour le moins une sous-information du conseil d'administration, ce sont les conséquences cliniques, puisqu'on ne parle que de la dernière vague, la cohorte qui a eu les cas dramatiques, avec malheureusement un décès. Mais on ne nous dit pas qu'il y avait eu dans les cohortes précédentes un certain nombre d'effets dont je découvre aujourd'hui qu'ils ont été considérés les comme peu importants. Il faut juste préciser que c'est les personnes qui participent à l'essai qui reçoivent des doses beaucoup moins fortes du traitement en question. Voilà. Et dont on constate maintenant dans les rapports qu'elles ont eu un certain nombre de troubles, mais qui ont été considérés peu graves et qui n'ont pas été signalés à l'agence, ce qui est une faute lourde. Quand même, rapport de l'IGAS édulcoré, rapport de l'ANSM édulcoré. Vous avez rencontré Marisol Touraine. Vous lui avez dit tout ça? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai attiré son attention parce que j'étais très inquiet en voyant la succession des articles de presse. Elle m'a dit qu'elle était très vigilante. J'ai parlé aussi à la présidente du conseil d'administration, qui, comme Marisol Touraine, est conseillère d'État. Ce sont donc, je pense, des dames d'expérience qui sont bien au courant de toutes les contraintes juridiques d'une part et les risques juridiques d'autre part. Qui plus est, pour la ministre, il y a un risque politique. Voilà pourquoi je n'adhère pas à votre chapeau d'article disant mensonge d'État. Tant qu'il n'y a pas la preuve qu'il y a une volonté politique. Les rapports officiels ont été caviardés, pour dire vulgairement. Mais tant qu'il n'y a pas eu la preuve qu'il y a une volonté politique d'étouffer quoi que ce soit, et là, moi je n'ai pas cette preuve. Moi, je voudrais argumenter. Par contre, attendez, je termine en disant que la remarque qui est faite aussi et qui me semble fondée, c'est que je vais interroger lundi prochain l'IGAS, les deux éléments. Ils sont tout à fait d'accord pour venir me rencontrer. Donc, juste avant le début de la discussion du PLFSS, je vais les rencontrer. Mais ce qui me semble tout à fait clair, c'est que par contre, il y a eu une instruction judiciaire, il y a eu des perquisitions, et la justice a tout en main.
Et est-ce que, comme pour l'affaire du Mediator, il va y avoir des mises en examen, soit de personnes, soit de l'agence elle-même? A-t-elle les vrais rapports? C'est quand même là. Alors, je pense que l'instruction judiciaire a tout. Michel, tu voulais... Il y a un conseil d'administration de l'agence. On dit qu'il ne s'est rien passé avant la cohorte où il y a eu l'accident. Qui dit ça? Dominique Martin, directeur général de l'agence. Il dit il y a un seuil entre 20 mg et 50 mg, en dessous de 20 mg et jusqu'à 20 mg, aucun problème observé. Il le dit, c'est écrit dans le procès-verbal du conseil d'administration. Il y a un rapport, un mois Pardon, avant. Monsieur Olive, vous preniez, vous, un traitement de 10 mg, c'est ça? 10 mg, tout à fait. Et Monsieur Olive est témoin de ça parce que non seulement il a son cas, mais il m'a raconté tout à l'heure qu'il a rencontré un patient de la cohorte à 20 mg qui a dû être mis dans une chambre à part parce qu'il était trop malade. Ces cas sont dans un rapport d'inspection fait par la NSM le lendemain de l'accident, rapport qui est resté confidentiel, mais que, évidemment, M. Dominique Martin avait quand il était au conseil d'administration un mois plus tard. Et donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il a menti, pas par omission, il a menti par contre-vérité en disant il n'y a pas d'effet avant 50 mg, alors que le rapport de sa propre agence qu'il a sur son bureau dit le contraire. Donc, pourquoi je dis mensonge d'État? Parce que ces rapports, bien entendu, ont été remis à l'IGAS. Bien entendu, l'IGAS étant un service du ministère de la Santé, sont accessibles à Marisol Touraine. Et donc, je demande, est-ce qu'il y a encore un ministère de la Santé qui regarde ce qui se passe? Voilà. Alors, je veux bien que ce ne soit pas un mensonge d'État. C'est toutes les structures administratives jusqu'au niveau du ministère. Si l'État, ce n'est pas les structures administratives jusqu'au niveau du ministère, qu'est-ce que c'est que l'État? Quel serait l'intérêt de l'ANSM? C'est de couvrir l'erreur qui aurait été commise en autorisant cet essai thérapeutique. Très franchement, là, on est dans la spéculation. Moi, je ne sais pas quel est l'intérêt de laisser faire une telle catastrophe et ensuite de la couvrir en créant une situation qui est complètement explosive. Moi, ça me donne l'impression, mais je n'ai aucun argument, je n'ai aucune preuve de ça, ça me donne l'impression qu'il y a des intérêts très forts qui justifient... cette société Biotrial, elle existe depuis 20 ans. Là, on voit qu'ils ne travaillent pas avec une rigueur professionnelle qui est celle qu'on a prétendu qu'ils avaient. Ce n'est pas depuis aujourd'hui qu'ils travaillent comme ça, c'est depuis 20 ans. Donc, pourquoi il ne s'est rien passé? Parce que personne n'est mort jusque-là. Pas de chance, là, quelqu'un est mort. Gérard Bapt, un essai thérapeutique qui provoque la mort d'un volontaire et quand même 5 autres personnes qui sont hospitalisées avec des troubles extrêmement graves, c'est tout à fait exceptionnel. Est-ce que, comment vous, comme membre du conseil d'administration, vous réagissez en janvier 2015, quand on apprend, en janvier 2016, pardon, quand on apprend ce décès et le fiasco de cet essai? Est-ce que le conseil d'administration se saisit tout de suite de l'affaire? Est-ce qu'il laisse toute la phase d'instruction, je dirais, sans contrôle aux spécialistes de l'Agence du médicament? Comment ça se passe? Le conseil d'administration se réunit à des dates régulières. Oui. Et au conseil d'administration qui se réunit un mois après à peu près l'accident dramatique, une information est donnée. D'accord. Je ne sais pas si, à ce moment-là, au-delà des essais cliniques chez l'animal, les essais cliniques chez l'homme sont déjà sur le bureau du directeur. En tout cas, il n'en parle pas. Mais on m'affirme que l'IGAS était au courant. Mais l'IGAS fait une inspection et l'IGAS travaille et n'est pas une organisation transparente. Elle travaille pour rendre un rapport après des délibérations, contrôlée d'ailleurs par la direction de l'IGAS elle-même et soumise ensuite au ministre, qui décide si on le publie ou si on ne le publie pas. Donc ce n'est pas parce que l'IGAS n'a pas travaillé à dossier ouvert, ce qui n'est pas du tout son habitude, ni pour des rapports habituels, ni pour des rapports de crise, comme pour le Mediator. À l'époque du Mediator, l'IGAS n'a pas non plus donné d'informations avant de remettre son rapport au ministre. Voilà. Donc, et le rapport a été publié. Ensuite, est-ce que ce rapport fait état de tous les éléments dont il avait connaissance? Si ce n'est pas le cas, elle doit dire pourquoi. Si c'est le cas, c'est qu'il y a eu dissimulation de la part de l'entreprise.
Patrick Olive, depuis donc votre IRM de janvier 2016, vous êtes toujours sous suivi médical, vous êtes toujours en relation avec la société Biotrial qui a fait cet essai. Vous êtes quel type de prise en charge ou de suivi vous avez aujourd'hui? Alors, suite à cet AVC, donc le professeur de Rennes a voulu me revoir au mois d'avril, Ouais. Parce qu'il voulait voir vraiment ce qu'il en était de cet AVC. Donc après, moi, j'ai écouté les médias, j'ai essayé de chercher aussi, et j'ai entendu comme quoi il y avait des personnes qui avaient des troubles de la mémoire et autres. J'ai une amie qui m'a signalé, dit mais pardonnez l'expression, mais de temps en temps, j'ai beau te le dire, tu perds la boule, tu te souviens plus. Donc le 4 avril au matin, j'avais rendez-vous avec ce professeur. Et je lui signale, je lui dis, bah voilà, j'aurais peut-être des problèmes de mémoire, mais je ne sais pas. Là, du coup, il a appelé une consoeur, et je suis resté toute la journée sur Rennes, parce que l'après-midi, j'ai passé des examens, justement, pour voir au niveau de la mémoire. Apparemment, c'est bon, c'est simplement parce que j'ai 50 ans et plus, et il arrive de temps en temps qu'on oublie un petit quelque chose, donc je me suis inquiété pour rien. Mais j'ai préféré lui en parler. Depuis, plus aucun contact avec le professeur. Par contre, c'est lui qui m'a transmis, parce que je suis sur Nantes. Donc là, lundi, c'est lundi que j'ai, depuis le 4 avril, j'ai simplement lundi donc, qui arrive, un rendez-vous avec un professeur sur Nantes, en neurologie, pour un suivi, mais je ne sais pas ce qu'il va me demander ou quoi que ce soit. Ça, je n'en sais strictement rien. Quant à Biotrial, les autres volontaires avec qui vous avez participé à cet essai, vous êtes resté en contact? Je suis resté en contact. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui ont d'autres problèmes? Alors, juste avant de répondre à cette question, je vais simplement vous dire que je n'ai jamais eu de contact avec Biotrial depuis l'IRM. Ouais. Il n'y a plus rien eu ensuite. J'ai juste une visite, on va dire 2-3 jours après, 3-4 jours après, à Biotrial sur Nantes, simplement une visite pour terminer, mais depuis, rien, ni un appel, ni quoi que ce soit. J'ai lu comme quoi il y en a certains qui ont eu une indemnité pour aller passer l'IRM. Désolé, même là, on n'y est pas, donc voilà. Maintenant, pour ce qui est des personnes de ma cohorte, ouais. Donc personnes de ma cohorte, c'est simple, on commence une étude, nous sommes 10, c'est-à-dire sur les 10, il y a déjà 2 jokers. Quand tout le monde va bien, vous enlevez les 2 jokers. En l'occurrence, il y avait des femmes d'un côté, des hommes de l'autre. Donc nous sommes plus qu'à 8. Sur les 8, vous en enlevez 2 qui ont un placebo. Il ne reste plus que 3 hommes, 3 femmes qui vont avoir la molécule. Ouais. Sur ces 6 personnes, Ouais. ce que je sais, au niveau des hommes, nous sommes 2 à avoir des problèmes de la vue. Et l'autre homme à côté, j'ai eu un doute. Maintenant, je l'ai eu récemment au téléphone, il m'a dit non, ça va. Je ne suis pas médecin, c'est pas à moi de juger, mais dans les hommes, je sais qu'il y en a un autre homme qui a déclaré en même temps, le patient numéro 2308, c'est marqué dans le rapport, comme quoi il a des troubles de la vue, on les a eus en même temps et tout ça. Ça, côté homme. Côté femme, je sais comme quoi il y en a une, parce que je l'ai contactée, elle a des problèmes de mémoire et d'équilibre. Donc ça, je l'ai contactée. Je ne la contacte pas tout le temps et tout ça. Il y en a une autre qui aurait eu des problèmes de mal au crâne et tout ça. Ça n'allait pas. Soi-disant, ça n'a jamais été marqué. Elle me l'a dit et j'ai eu confirmation par une autre. Bah oui, je sais bien. Elle l'a dit. Donc ça, c'est... Voilà, mais c'était les femmes étaient dans la pièce à côté. Maintenant, quelque chose que moi je considère de très, très important. Pendant notre étude, il a été marqué dans les médias, et c'est aussi dans le protocole, normalement, dans une étude, on doit terminer un essai thérapeutique, donc on va dire le 0,5, je faisais partie de la 0,10. Ouais. On doit terminer l'essai de 0,5 avant de commencer l'essai 0,10. Dans notre étude, il y avait 5 femmes et 4 hommes. Pourquoi 5 femmes? Il y avait une femme qui était de l'étude précédente. Parce que dans l'étude précédente, ben voilà, elle ne pouvait pas en faire partie, ou est-ce que c'était elle ou pas. Bon bref, il fallait terminer l'étude avec tant de personnes, ce qui fait qu'elle, elle était dosée à 0,5 et elle faisait quand même partie d'être avec nous à 0,10. Donc ils étaient quand même passés à une étude dosée supérieure alors qu'ils n'avaient pas fini la première. Et ça, c'est soi-disant, parce que c'est ce que j'ai lu,
c'est complètement contraire à leur règlement d'entrée. Bon, d'accord, c'est un dysfonctionnement de plus. Non, ça bon, c'est énorme. merci, Voilà, on va c'est- être obligé d'arrêter ce débat, puisque un nouveau thème nous attend. On va parler